Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est à moi que revient la charge d'animer cette table ronde autour des enjeux de la médecine rurale aujourd'hui. Je voudrais remercier d'abord les membres de la commission Innovation, Santé et Territoire de la CEPAM et les membres du Conseil, mes chers collègues, de la confiance qu'ils m'accordent d'animer cette table ronde avec 6 intervenants. On va essayer de respecter le timing qui nous a été imparti, un peu moins d'1 heure, puisqu'il vient d'être grignoté par Hervé. Je te remercie de la lourde tâche. Il va falloir accélérer, mais on va essayer de vous apporter toute l'expérience et l'expertise des personnes qui sont à la tribune avec moi et que je vais vous présenter. Juste d'un mot avant de commencer, parce que je sais qu'ils y tiennent beaucoup. Cette initiative du Forum Santé, Innovation, Territoire l'a été avec la volonté de la Commission Innovation, Santé et Territoire de la CEPAM et le Conseil de la CEPAM, portée bien évidemment par l'ensemble des équipes autour de Madame la directrice de la CPAM du Tarn et des services qu'on remercie de cette réussite et de vous toutes et vous tous d'être là aujourd'hui. Ça nous tient à cœur parce que c'était un sujet, et on le voit au travers des nombreux échanges et des questions que vous aurez encore à poser dans les allées au fur et à mesure, parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour le faire ici aujourd'hui, mais ça nous démontre à nous aussi, qui sommes en prise directe pour vous représenter dans les instances paritaires, combien on a besoin de venir sur le terrain à votre écoute. On le fait déjà, mais certainement pas assez quand on entend les constats d'aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter les personnes qui sont autour de la table. Et donc, je commence par honneur aux dames, la seule femme de cette table ronde ultra paritaire, pour le coup, Magali Blavy. Magali Blavy, vous êtes infirmière en pratique avancée en soins primaires, installée depuis 2015 à la maison de santé pluridisciplinaire de la vallée du Toré. Vous avez été la première IPA infirmière en pratique avancée du Tarn, je crois, si je ne me trompe pas, en 2022, en libéral, effectivement. Et donc vous œuvrez au sein de cette maison de santé qui ose, qui bouge, et on y reviendra tout à l'heure directement. À vos côtés, le docteur Yves Carcaillé. Alors je vais reprendre la métaphore, c'est le président des papis médecins d'Albi, puisque ça a été dit, président de l'AMRA, l'association des médecins retraités d'Albi, médecin généraliste avec un long parcours, et notamment un parcours où vous avez fortement œuvré pour les études médicales et justement sur les différentes réformes ces dernières années qui ont été portées. Vous avez repris du service en 2023 avec la création de cette association à Albi et ce centre de soins dont vous nous parlerez tout à l'heure. À vos côtés, le docteur Bernard Champanet, également président de la CPTS du Grand Albigeois, pharmacien, personnalité connue pour avoir œuvré notamment pendant la crise sanitaire à la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque les vaccinodromes au parc des expositions d'Albi. On a oublié peut-être ça aujourd'hui, mais ça a existé il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous êtes très engagé aussi, notamment vous avez été président de l'URPS des pharmaciens de Midi-Pyrénées, vous avez mis en place pas mal de dispositifs expérimentaux et vous êtes encore aujourd'hui membre du conseil de la faculté de pharmacie de Toulouse. À vos côtés également le docteur Théophile Combe, merci à vous d'être là, médecin généraliste, président de la CPTS du Grand Gaillacois, installé à Gaillac depuis 2008. Vous œuvrez aussi dans l'inter-CPTS et vous êtes sur une autre casquette, vice-président national du syndicat MG France, des médecins généralistes, et également président de la Fédération des acteurs de coordination en santé d'Occitanie. Merci à vous. À vos côtés, Olivier Rastouille, qui représente aujourd'hui le Césaire Occitanie. Alors j'ai entendu qu'il y avait trop d'acronymes ce matin. Donc le Césaire, c'est le Conseil économique et social environnemental de la région Occitanie. Vous représentez le président Jean-Louis Chauzy qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On le remercie de vous avoir dépêché compte tenu de votre parcours, ancien directeur d'hôpital, également ancien président régional de l'Association nationale des formations en hospitalier. Et puis, vous êtes aujourd'hui représentant au sein du Césaire de la Fédération hospitalière de France. Merci à vous d'être là. Et puis enfin, le local de l'étape, le représentant de la CPAM du Tarn, on le remercie d'être là. Merci à toi, Maël, sous-directeur santé de la CPAM, pour avoir cette vision de l'institution, de ton engagement aussi depuis de nombreuses années au sein de la sécurité sociale sur ces problématiques d'accès aux soins en lien direct avec les professionnels du territoire. Voilà, on va démarrer cette table ronde. Le thème, vous le connaissez, vous l'avez sous les yeux, et donc on y vient tout de suite, les enjeux de la médecine rurale. En introduction, juste vous dire quelques mots, et on le voit depuis ce matin, le constat, il est implacable. La démographie médicale, on l'a encore vu à l'instant, continue
de stagner, alors que la transformation de la pyramide des âges, avec la baisse de la natalité d'un côté et le vieillissement de la population de l'autre, modifie et accentue en continu les besoins d'accompagnement médical. Un changement structurel prendra du temps, on vient de s'en apercevoir encore dans les statistiques qui ont été données, et il nous faut agir collectivement, solidairement dans cet intervalle pour éviter une aggravation de la situation et soutenir, faire naître les initiatives qui existent aujourd'hui et celles qui seront mises en place demain avec des innovations locales de bon sens, pragmatiques, efficaces, dans un seul et même intérêt, c'est celui du patient. Et à cette situation générale préoccupante, s'ajoutent aussi des inégalités d'accès aux soins et une fracture sanitaire et médicale qui se superpose aux fractures territoriales. Parce que, il faut aussi en faire le constat froid, les mêmes territoires où les services publics disparaissent comptent souvent un nombre insuffisant de professionnels de santé. Certains de nos concitoyens se sentent abandonnés au sein de ces territoires qui sont formidablement appelés, ça l'a été dit juste précédemment, des déserts médicaux. Et pourtant, dans ces déserts médicaux, il n'y a pas rien. Il y a des hommes, des femmes, des professionnels, des gens qui ont des idées, des envies et qui les mettent en œuvre. Et c'est aussi le but de cette table ronde. Alors, il n'y a pas de solution miracle pour répondre à cette situation, mais il apparaît évident et nécessaire que les différentes professions de santé puissent décharger souvent les médecins de toutes leurs formalités, et notamment administratives, de tout ce qui pèse sur eux, et ça a été rappelé par Margot Bayard fort justement ce matin, de libérer du temps. Parce qu'en libérant du temps, en ayant des pratiques mutualisées, eh bien, on permet de faire gagner aussi du temps de santé aux patients. C'est ce qu'a essayé de faire ces dernières années un peu le législateur au travers des lois Rist et Valtou. C'est certainement pas parfait. Et j'ai envie de vous dire qu'en réalité, selon le lieu où l'on habite en France aujourd'hui, on n'est pas soigné de la même façon. Et les zones les plus touchées, on va le voir, ce sont souvent les zones rurales, bien évidemment, les petits pôles urbains. Et je ne veux pas oublier non plus les banlieues les plus paupérisées de certaines grandes métropoles. Alors, en prenant en compte des cas concrets, c'est ce qu'on souhaite faire lors de cette table ronde avec les intervenants, c'est de faire un bilan sur ce qui existe, sur les solutions, sur les cas concrets qui font vivre nos territoires et qui sont des atouts en termes d'attractivité, d'installation et de coordination. Et donc j'en viens tout de suite à ma première question qui va vers vous, docteur Combe. C'est justement au travers de cette expérience sur la CPTS du Gaillacois. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette approche collaborative, tout le monde la bouge, de cet exercice coordonné, de ce que vous m'avez appelé souvent le cercle de soins quand on a échangé à la préparation de cette table ronde, dans cet esprit de coordination entre les MSP, les maisons de santé, et le reste des professionnels du territoire? Merci pour cette question. Approche collaborative, ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que la relation de soins, elle est d'emblée collaborative. Que le soin, c'est une relation entre, à l'échelle de base, on va dire, entre deux personnes. Et même on pourrait descendre un peu plus bas au niveau infra, au niveau de la personne elle-même, au niveau phénoménologie, entre le corps qu'on a, le corps qu'on est, voilà, les sensations, les représentations de la santé. Donc il y a tout ça, et ça se retrouve dans la relation entre le professionnel de santé et le patient. Donc il y a une relation qui se fait entre ces deux-là, qui va s'établir entre le patient et différents professionnels de santé, qu'il a dans son parcours, voilà, ça peut être le pharmacien, ça peut être l'infirmier, c'est le médecin traitant avec le rôle que lui donne le Code de la santé publique d'orienter dans le système de santé, de s'assurer de la coordination des soins, de s'assurer de la personnalisation des protocoles à la personne. Et donc la philosophie de ça, c'est un suivi personnalisé dans le temps aussi. Donc il y a une collaboration déjà avec le patient, je tenais à le dire. Ensuite, voilà, est-ce que ces professionnels, ils collaborent entre eux? Alors, je dirais, de façon plus ou moins empirique, ils l'ont toujours fait. Voilà, il y a le pharmacien et le médecin prescripteur, voilà, ont toujours communiqué. Les infirmiers à domicile ont toujours formé un binôme important avec le médecin généraliste traitant. Et puis, selon le parcours du patient, ça peut être une rééducation au kiné qui a une place importante à un moment donné. Voilà. Et donc, on fait
le lien entre tout le monde. Donc bien sûr, on a pu passer à l'étape suivante en créant des dispositifs. Alors, je suis pas sûr que ce soit la loi Intel ou la loi Intel qui a créé ça. Non, je crois pas. C'est venu des professionnels de terrain qui ont créé les maisons de santé pluriprofessionnelles. Ensuite, les CPTS ont été créés en 2016, mais c'était une idée qui venait également des organisations professionnelles que nous portons. Et donc ça a permis de coordonner encore mieux les choses. Alors, maison de santé pluriprofessionnelle, c'est une coordination au niveau des patients, au niveau de la patientèle, et CPTS, donc communauté professionnelle territoriale de santé, c'est au niveau de la population d'un territoire. Et donc ça marche surtout aussi en mettant en place, évidemment, des process de communication. Donc c'est ça qui permet vraiment l'approche collaborative. Alors, je voulais quand même dire quelque chose là sur ce que vous disiez, et puis ce que j'entendais, 45 000 patients sans médecin traitant sur 400 et quelques mille. Bon, c'est 10% dans le Tarn, donc n'oublions pas que ça fait 90% des personnes qui ont un médecin traitant. Donc on peut voir les choses d'une façon un petit peu différente. Et puis aussi les efforts justement entre l'assurance maladie et les CPTS a permis d'augmenter de manière significative la part des patients en ALD qui ont un médecin traitant, et on est à plus de 95%. Donc voilà, il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Et voilà, c'est aussi permis par ce qu'on a mis en place au niveau collaboratif. Voilà ce que je dirais sur l'esprit de coordination au service de l'accès aux soins. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner aussi concrets sur, par exemple, votre CPTS ou dans l'inter-CPTS, justement par rapport au thème de la médecine rurale, sur des cas concrets? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on lance en ce moment, là, c'est une expérimentation de téléconsultation assistée. Bon, ça a beaucoup été cité aujourd'hui, mais là, on est tout à fait dans le concret du Tarn. Donc, ça a été validé par l'ARS avec un budget dédié pour ça. Donc, ça va se mettre en place sur les CPTS du Tarn-Centre, donc avec Margot Bayard qui était là ce matin, et la CPTS du Gaillacois. Et donc, l'idée, c'est que justement, des infirmiers à domicile vont pouvoir interagir avec le médecin traitant ou avec le médecin d'astreinte, parce que dans notre CPTS, nous avons un médecin généraliste d'astreinte chaque jour pour les demandes de soins non programmés et pour assurer les problèmes de continuité des soins, d'ordonnances qui arrivent en bout de course, etc. C'est parfois l'occasion d'ailleurs aussi de trouver un médecin traitant, si ça match, si c'est au bon endroit, etc. Alors, en tout cas, voilà, c'est dans la facilitation de ça. Et donc là, on peut aller partout dans le territoire, même dans les endroits les plus reculés, et interagir avec des médecins du territoire, locaux. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a besoin de transformer en consultation présentielle, peut-être que là, on veut mobiliser un transport à juste titre, ou alors, voilà, on va organiser une consultation, une visite, la visite à domicile, mais j'en reparlerai tout à l'heure, je pense qu'elle a toujours sa place. Tout à fait. Merci. Je me tourne vers vous, Yves Carcaillet, docteur Carcaillet, justement pour parler de cet exemple albigeois de l'AMRA qui a vu le jour en 2023, et puis aussi pour avoir votre regard éclairé. Alors il n'y a pas de débat à avoir entre est-ce que c'était mieux avant, est-ce que les professionnels de demain sont totalement différents. En tout cas, dans les échanges qu'on a eus pour nourrir la construction de cette table ronde, est souvent revenu le fait qu'il fallait revenir forcément au service du patient, et que notamment sur la visite à domicile, vous m'avez fortement incité à revoir peut-être ma position et notre position sur tout ça, sur cette importance-là d'aller vers, en tout cas, le patient. Et j'aimerais vous entendre parler de ça aussi, parce que je trouve que cette vision, elle est intéressante, et vous avez, on va dire, un ressenti à la fois pragmatique, critique, mais surtout constructif. Alors, vous me demandez beaucoup de choses. Je ne sais pas si ma mémoire de vieux médecin grincheux va pouvoir faire tout. J'ai bien compris. J'ai pas entendu ça tout à l'heure. On a dit les papiers albigeois. Je dis ça en souriant. Peut-être on va commencer par l'AMRA, parce que tout le monde ne connaît pas l'AMRA. Qu'est-ce que c'est que l'AMRA? L'AMRA, c'est une association de médecins retraités albigeois qui a été créée pour répondre à la désertification, entre guillemets, ou à la perte de l'offre de soins sur la ville d'Albi. Ça a été fait vraiment par hasard. Moi, j'ai pris ma retraite en juin 2022, début juillet 2022. J'ai rencontré par hasard dans la rue Madame le maire d'Albi, Mme Guiraud-Chaumeil, qui m'a dit « Vous voulez pas nous aider à améliorer l'offre de soins ?»
parce qu'on a trop de plaintes. Il y avait à peu près dans les institutions 200 plaintes par mois de patients qui se plaignaient de ne pas trouver de médecin. Donc j'ai commencé à travailler sur un projet et je me suis inspiré de mon expérience d'interne dans le service du professeur Dormont à Paris, qui m'avait pris comme interne dans son service à l'HPAP et qui m'avait dit « Vous ne ferez pas beaucoup de médecine, mais vous allez m'écrire la réforme des études de médecine ». J'avais 24 ans. J'avoue que là, j'ai failli tomber de ma chaise. Je lui ai demandé pourquoi moi, je n'étais pas le plus brillant des étudiants, et il m'a répondu « Parce que vous en êtes capable ». Bon, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai créé le stage chez le praticien, ce qui n'existait pas. On a créé, avec le docteur Doumain, on a créé l'enseignement de la médecine générale. Ça n'existait pas non plus. Et bien, ça m'a servi. C'était une expérience dont j'ai pu me resservir pour ce centre de médecins retraités. Et notamment dans les conversations que j'ai eues avec les administrations, qui, je le dis franchement, pour nous, médecins libéraux, c'est pas toujours facile de comprendre, et c'est sûrement pas facile non plus pour les administrations de comprendre notre état d'esprit. Donc il fallait d'abord qu'on arrive à se parler, à se connaître. Ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de chance à Albi, on a eu un alignement des planètes total entre la mairie, l'ARS, l'hôpital d'Albi, la CPM et nous, bien sûr, les médecins libéraux. Et on a pu créer ce centre, et le Conseil de l'Ordre, on a pu créer ce centre de consultation. Alors, le centre de consultation est a débuté avec des, comment dirais-je, des fonds expérimentaux, publics expérimentaux. Il y a un comité de pilotage qui est présidé par l'ARS, parce que c'est l'ARS qui subventionne notre centre. On pourrait en reparler après, parce que pour nous, médecins libéraux, on est 11 médecins libéraux, anciens libéraux à travailler dans le centre, c'est pas une finalité d'être subventionné. On voudrait bien être autonome. Après, il y a des décisions à prendre, c'est plus compliqué, il y a des décisions à prendre, mais il y a des moyens pour qu'on soit autonome et qu'on ne soit plus dépendant de subventions. Donc, on a créé ce centre en ville grâce à la mairie d'Albi qui nous a débloqué des locaux. Et dans l'année 2024, on a vu 13 500 patients avec 2 médecins qui consultent. On va parler en unité temps plein. Il y a 2 médecins qui consultent par jour, qui font 8 heures par jour. Donc, si vous voulez, il y en a 2 le matin et 2 l'après-midi, même si nous, on fait que des vacations de 4 heures, puisqu'on est 11. Voilà. Et ces médecins sont rémunérés par l'association sur des bases sur lesquelles ils se sont mis d'accord dès le départ. On a sollicité des médecins qui prenaient leur retraite via le Conseil de l'Ordre et on n'a pas eu un seul refus. La philosophie, c'est simplement de rendre un service aux patients. C'est tout. Quand je dis qu'on a vu presque 14 000 patients, en fait, notre taux de revoyure ou de retour, c'est 2. Donc, on les voit 2 fois. Donc, on s'adresse à tous les patients qui n'ont pas de médecin traitant, qui sont de passage à Albi, parce que Albi est une ville touristique et les touristes ne sont pas pris en charge par les cabinets médicaux de ville, aux étudiants, aux gens qui arrivent à Albi dans des conditions diverses. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a des Ukrainiens, il y a des choses comme ça qui n'ont pas de médecin traitant, par essence, puisque les médecins libéraux d'Albi ne prennent pratiquement plus de nouveaux patients. Donc on répond à la demande de tous ces gens-là en soins primaires, non programmés, et surtout aussi, je le reconnais, à des gens qui vous disent « mais on n'arrive pas à joindre notre médecin traitant ». Et bien nous, ils arrivent à nous joindre. Donc pratiquement dans la journée ou pratiquement au pire le lendemain matin ou le lendemain après-midi, ils sont pris et ils sont examinés par des médecins. Une des raisons aussi qu'on entend, le retour qu'on a, c'est pourquoi on a ce succès. Je m'excuse de dire ça, c'est parce qu'on fait une médecine à l'ancienne. On fait un type de médecine qui convient aux patients.
Je vous jure, de ma vie de médecin, mes confrères le disent tout le temps, mes confrères du centre, on n'a jamais été autant remerciés. Ah, c'est fabuleux, vous nous avez examinés, vous nous avez fait un diagnostic, on sait ce qu'on a, ils ont un traitement, ils repartent avec leur traitement et leurs examens complémentaires. Voilà. Donc c'est un type de médecine qui convient aux patients. Et je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Moi, je ne critiquerai jamais les jeunes médecins, parce que je m'en suis occupé toute ma vie. Depuis 1974, je me suis occupé des jeunes médecins. Donc je ne les critiquerai pas, ils adaptent leur vie. J'ai créé un centre médical privé, enfin on n'est pas une MSP, à Albi. Il y a 26 professionnels de santé aujourd'hui. Il y a une de mes associées, qui est très gentille, qui m'a dit « Yves, la différence entre... » En plus, son père est chirurgien. « La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as adapté ta vie à ton travail. Nous, on va adapter notre travail à notre vie. » Quand on vous a dit ça, vous avez tout compris. La philosophie, l'approche du métier médical a changé. Et il faut que la société, il faut que nos autorités, il faut que qu'on s'adapte à cette façon de... C'est pas une raison de dire il y a les bons, les méchants. Il faut s'adapter à cette nouvelle façon de vivre et il faut s'adapter à cette philosophie de l'exercice de la médecine. Sauf que, comme je le dis souvent aussi, à la fin, on ne vend pas des cravates. Moi. Je m'excuse. Quand on fait médecine, on sait un peu ce qui nous attend. Voilà, on ne le fait pas. Docteur Kerkaïé, je vais devoir un peu vous raccourcir. Merci à vous, en tout cas, de ce bon, témoignage. Il m'a raccourci. J'ai le droit à tout. Je me tourne maintenant vers vous, Magali Blavy. Alors, vous êtes, je l'ai dit, la première IPA dans le Tarn qui a été formée, diplômée en 2022. Vous êtes dans une maison de santé pluridisciplinaire rurale, même ultra-rurale, et dans la vallée du Taureau, et qui pourtant ose, innove, lance des dispositifs, met en place des choses, même toute une organisation et un fonctionnement horizontal. Moi, j'aimerais justement vous entendre sur ce point-là. C'est justement au travers de ce changement de mode de fonctionnement et puis du suivi. Je crois que vous êtes référence diabète sur votre maison de santé. Vous accompagnez des patients avec des pathologies chroniques et donc justement ce regard là aussi sur des patients particuliers. Oui, voilà. Alors moi, je suis donc infirmière depuis plus de 20 ans et on a ouvert la maison de santé en 2015 et c'était un moment où en fait j'étais arrivée un peu au bout de ma profession. Donc, même si on disait qu'on collaborait, qu'on se croisait un petit peu avec les médecins, il y avait un manque quand même quelque part. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir la maison de santé, ça a été fait sur l'impulsion de 2 médecins qu'on avait qui avaient ce projet-là à cœur et qui l'ont vraiment bien monté. Tous les professionnels ont suivi et ça a changé vraiment le regard de nous professionnels sur les prises en charge. Moi, je crois qu'on est monté en compétence à ce moment-là, qu'on avait des échanges avec nos médecins, qu'on se complétait un petit peu sur les prises en charge des patients. Et ça a même changé le regard des patients après sur leur propre suivi, avec une adhésion thérapeutique quand même plus importante. Et c'est ce qui a motivé aussi finalement ce changement de fonctionnement, qui a motivé ma candidature sur la fac de médecine à Toulouse pour faire IPA quand ils ont ouvert la formation. Il faut savoir que quand je suis partie, moi j'avais la signature de mes 4 médecins de la maison de santé qui appuyaient aussi ma candidature. J'ai candidaté, j'ai été prise de suite. Et puis là c'est super parce que finalement les 2 médecins qui avaient monté, bon, c'est pas super qu'ils soient partis à la retraite, mais en tout cas ils avaient bien monté le projet. Les nouveaux médecins qui sont arrivés, on a une chance faramineuse à la Bastide, c'est qu'on a 4 médecins sur la maison de santé, moyenne d'âge de 35 ans. Donc on est assez contents. Et puis ce que je trouve, en fait, on travaillait sur de l'isolé. En fait, en 2015, quand on a ouvert la maison de santé, tous les professionnels venaient de l'isolé. Aujourd'hui, 10 ans après, on a beaucoup de professionnels qui n'ont pas fait d'isolé, en fait, qui ont directement attaqué sur l'exercice coordonné. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des réflexes qui sont mis en place assez naturellement. Moi, sur IPA, donc effectivement, je fais pas mal de diabète, mais je suis formée sur une pathologie chronique. Donc je veux bien mettre les choses au clair puisque voilà, je suis une des premières et puis ça m'impressionne un petit peu d'intervenir ici. On vient en complément du médecin. On n'est pas là pour remplacer un médecin. On sait qu'il y a des manques de médecins.
On essaye de voir où sont les besoins. Ils viennent me solliciter aussi sur leurs besoins, leurs demandes. Donc je fais du suivi chronique sur les patients qui sont en train de perdre leur médecin traitant parce qu'ils partent à la retraite. Ils me demandent si moi je peux assurer la prise en charge. À partir du moment où ils ont défini qu'ils seraient médecins traitants, là je rentre dans le circuit, on classe les dossiers, on fait le point avec les patients. Et voilà, et je trouve vraiment qu'on s'apporte les uns les autres et on n'est pas du tout dans la concurrence. Merci à vous. Je me tourne vers Bernard Champanet. Au niveau des pharmaciens, on parle souvent de la triade médecin, pharmacien, infirmier, notamment dans les territoires ruraux, où souvent le pharmacien, l'officine en tout cas, elle est en première intention quand il y a un manque réel sur le territoire. Moi, j'aimerais vous entendre sur justement ce nouveau modèle des officines aujourd'hui, notamment en milieu rural, même avec la délégation d'actes qui a été faite ces dernières années, notamment avec la vaccination par exemple. Et puis, dans nos échanges, vous m'avez parlé d'un dispositif particulier, expérimental, qui avait été lancé en Occitanie, dans un département de cette région il y a quelques années. C'était le PAERPA. Et il avait plutôt des résultats positifs, en tout cas sur le papier, et puis ça a été abandonné. Alors on est là aussi pour parler des choses qui vont bien, des idées novatrices, et pour parfois faire des constats sur des choses qui étaient plutôt positives sur le terrain, mais qui n'ont pas été finalement après popularisées dans l'ensemble des départements, que ce soit dans la région ou en Occitanie. Le PAERPA, juste pour dire à quoi correspond cet acronyme, pour le coup, c'est le parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Il avait été mis en place dans les Hautes-Pyrénées et puis finalement abandonné. J'aimerais savoir aussi pourquoi, effectivement, on en est arrivé là. Ça fait partie des dispositifs qui fonctionnaient et qui ont été arrêtés. Oui, je vous remercie. Si vous voulez, alors, aujourd'hui, il faut bien imaginer que nous avons tous des professions individualistes. Nous sommes seuls, notre officine, seuls dans un cabinet médical, seul une infirmière. Et si vous voulez, je crois que aujourd'hui, on a compris qu'il fallait travailler en collaboration, même si ce mot, des fois, prête à confusion, en coopération, tous ensemble. Alors, le PAERPA, comme vous l'avez dit, c'était un parcours santé qui était autour de la personne âgée en risque de perte d'autonomie. Et ce jour-là, nous avons fait une réunion avec le président de l'URPS des médecins, des infirmiers et moi-même, à Tarbes, puisque c'était les Hautes-Pyrénées. Et on s'est aperçu, si vous voulez, on avait invité tous les professionnels de santé, et nous étions très nombreux. Le dentiste a dit, mais si la personne ne peut pas manger, qu'est-ce que je fais? Il n'était pas prévu. Il n'y avait que le médecin, le pharmacien, l'infirmier. Il y avait 100 € à distribuer, 40 au médecin, 30 pour l'infirmier, 30 pour le pharmacien. Le dentiste a dit ça. Le pédicure a dit, si la personne ne peut pas marcher, qu'est-ce qu'on fait? Le kiné, si la personne ne peut pas se lever, ce qu'on fait. Ce que disait le docteur Combe. En fait, l'orthophonie, si la personne ne peut pas parler, qu'est-ce qu'on fait? On s'est aperçu, si vous voulez, qu'autour d'un patient aujourd'hui, puisque le patient est quand même au centre des débats, et que tous nos débats aujourd'hui, c'est à l'intérêt du patient que nous les avons, j'espère, hein, c'est le but, si vous voulez. Et on s'est aperçu qu'en fait, on oubliait des professionnels de santé essentiels dans cette structure-là, autour du patient. Et donc, ça a été abandonné parce que c'était un financement, il y avait 100 € et beaucoup de personnes autour étaient oubliées. Donc voilà, alors ça fait partie, des fois, des projets un peu râpés. Alors, si vous voulez, c'est aussi le travail en coopération. Ça permet, je l'ai dit un peu en préambule, d'oublier notre corporatisme. On pense que les Français, nous sommes les meilleurs, les médecins pensent qu'ils sont les meilleurs, les infirmiers pensent qu'ils sont les meilleurs. C'est vrai. On est tous bons, en fait, parce que tous... Avec beaucoup d'humilité, toujours. Nous sommes tous bons. On essaie, si vous voulez, on essaie tous de travailler dans l'intérêt du patient. C'est vrai qu'aussi, il y a du commercialisme parfois, je le dis, pour les pharmacies. C'est vrai que ça me gêne, ça me choque des fois. Mais si vous voulez, on travaille tous dans l'intérêt quand même d'un patient. Et aujourd'hui, de travailler ensemble, et je remercie la CPM, l'organisation de cette réunion, parce que ça nous permet de rencontrer tous les types d'acteurs autour du patient. Et d'oublier ce corporatisme quand même, je crois que c'est sincèrement, très sincèrement, ça fait plaisir au patient, et puis ça sécurise le patient parce qu'il sait que nous sommes en accord les uns avec les autres. Ils savent que nous échangeons, ils savent que nous discutons. Je prends un exemple. Nous avons aujourd'hui, si je vous le dis, ça va vous surprendre peut-être, l'observance ou l'adhésion au traitement, puisqu'il ne faut plus parler d'observance, parce que les patients disent on ne veut pas être observé, on veut adhérer au traitement. L'Académie de pharmacie, la Fondation Concorde a fait une étude, nous sommes à 45% d'observance ou d'adhésion au traitement. Il est notre devoir parfois de dire au médecin, écoute, fais attention, ce patient ne prend pas le traitement. Attention, faites gaffe, il ne prend pas. Et alors, la tension augmente, on augmente le dosage de d'hypertenseur, et en fait, le patient ne le prend pas. J'ai eu le cas d'un patient qui avait eu une greffe rein-foie. Et le patient, chaque fois qu'il venait à la pharmacie, il lui restait du médicament anti-rejet. J'ai appelé le greffeur de Purpan, et il me dit, écoutez, vous faites bien de m'appeler,
Parce qu'en fait, cette personne me disait qu'il le prenait et tous les marqueurs étaient négatifs. Je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, ce gars m'a rappelé pour me remercier. Bon, le patient est décédé, mais il affirmait qu'il prenait son traitement. Non, mais il était trop tard. Quand on a pu ressaisir, la situation. Pas très rassurant, mais. Il est décédé, oui. Il était guéri. C'est trop tard. Donc je veux dire, ça arrive. Vous voyez, le dialogue. Non, je suis désolé, j'aurais pas dû vous dire cette fin dans les beaux romans. Dans les romans, si vous voulez, tout finit bien, mais là, ça se finit mal. Et j'en suis désolé, si vous voulez. Mais au bout de 3 fois, quand le gars m'a dit ça, j'ai peut-être appelé le médecin trop tard, mais on l'a appelé. Et le gars m'a rappelé, le médecin m'a rappelé pour me remercier. Il me dit, écoutez, je ne comprenais pas. J'avais beau faire les tests, changer de médicaments, rien ne marchait. Il ne le prenait pas. Si vous voulez, je crois quand même qu'aujourd'hui, donc les pharmaciens doivent rester des témoins vigilants entre un patient et un médecin, par exemple. Hein. C'est-à-dire, on doit aider, on doit être témoin vigilant, voir comment réagit le patient. J'avais aussi un papy, il prenait du cardégique. Avec ses doigts, il n'arrivait pas à couper sa chaîne cardégique. On l'a dit au médecin, le médecin a mis les comprimés. Il y a des petits détails qui font qu'on arrive à essayer d'obtenir quelque chose et on arrivera à l'obtenir simplement par la discussion, par l'échange avec des professionnels de santé. Mais je vous dis, retenez un chiffre. Pour l'observance de traitement, nous sommes obligés, nous allons faire une action de la CPTS du Grand Albigeois sur l'observance de traitement. Nous espérons un jour pouvoir prolonger sur d'autres CPTS. Il faut expérimenter pour voir si ça marche avant de généraliser. Mais je crois que nous devons en faire des actions. Et ensuite, j'ai une phrase que j'ai redite il y a 3 jours, mais tant pis, madame la directrice, qui résume un peu mes propos. Paul Valéry a écrit, un homme seul est en bien mauvaise compagnie. Je trouve que cette phrase, si vous voulez, est très belle, dans la mesure où on sent que le patient est souvent seul et qu'il faut une équipe pour l'entourer. Merci. Merci à vous, Bernard Champanet. Maël, je me tourne vers toi. Je l'ai dit, représentant de l'institution, qu'on a aussi envie d'entendre par rapport au bon nombre de dispositifs que justement la CPAM, les CPAM mettent en place, que ce soit ici dans le Tarn de manière volontariste ou aussi sur l'ensemble des territoires. Il y a beaucoup d'actions. Et pourtant, au bout du bout, on a toujours l'impression, quand nous, on est sur le terrain et qu'on représente aussi les assurés sociaux, qu'ils nous disent qu'ils se sentent profondément, je l'ai dit tout à l'heure, abandonnés. Il y a un sentiment d'abandon du patient et pourtant, et on le voit depuis ce matin, il y a énormément d'énergie, d'envie, de choses qui existent sur le territoire. Comment l'institution, elle explique aussi ça? Et puis, sur ces dispositifs, est-ce que tu as quelques statistiques à nous donner, malgré tout? Alors oui, des chiffres, on en a. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent du territoire et de ce qui se passe au cours de ces dernières années. Et pour essayer de donner un peu de perspective, moi je suis arrivé en 2016 dans le Tarn, directement projeté sur le sujet de la santé. Donc je suis arrivé directement dans le bain et tout de suite on m'a parlé des déserts médicaux. C'est le docteur Corbaz à l'époque qui m'en a parlé, qui a créé la structure dans laquelle Madame Blavy exerce. Monsieur Champanet aussi m'en a parlé assez rapidement. Et donc moi j'ai pas connu le système d'avant, je suis directement arrivé avec cette situation. Et ce qu'on peut constater, c'est que sur ces 9 dernières années, le système a beaucoup évolué. Clairement, notre système de santé, lorsque moi j'ai pu en prendre connaissance, n'était pas adapté aux défis auxquels on doit faire face, que ce soit la démographie médicale, le vieillissement de la population, l'explosion des pathologies chroniques qui n'est pas arrivée à son terme, loin de là. On est encore sur 3 tsunamis qui arrivent, et puis vous avez aussi un monstre marin, les dépenses de santé, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Donc on a cette situation, et dans cette situation-là, on a toutefois un système de santé qui a évolué, et notre boulot à nous, côté assurance maladie, on n'agit jamais seul sur le système de santé, on est dans un écosystème très riche. Notre job, c'est de percevoir ce qui est possible de faire au regard du cadre législatif, réglementaire, de cotation, etc., ce qui est possible de faire et d'essayer de pousser au maximum et d'encourager les acteurs locaux, que ce soit les établissements, les professionnels de santé, à agir. Et franchement, ils ont agi énormément sur ces dernières années. On a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. En 2016, on avait 7 MSP dans le Tarn, 0 CPTS. Aujourd'hui, on a couvert le territoire
à 100% en matière de CPTS. On a 6 structures. Et monter une CPTS, c'est lourd, ça prend du temps. C'est de l'énergie, c'est beaucoup de jus de cerveau, c'est beaucoup de temps de réunion. Donc il y a déjà eu une très belle mobilisation et l'assurance maladie encourage et appuie ces initiatives-là, les finance. Comme l'AMRA d'ailleurs, qu'on finance, je tiens à le rappeler, c'est nous qui finançons l'ARS via en bout de chaîne pour garantir les revenus, mais c'est l'assurance maladie qui finance. Donc nous, on essaye d'encourager au maximum ces initiatives-là. On va éviter d'ouvrir le débat parce qu'on n'aura pas assez de temps. Ouais. Après, clairement, pour expliquer le sentiment que tu évoques, Benjamin, c'est que d'une part, le système a évolué, mais pas assez vite. C'est-à-dire qu'à ce stade, on n'est toujours pas en condition, on est mieux armé, mais on n'est pas encore en condition pour répondre aux difficultés auxquelles on fait face. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut aussi reconnaître que toutes les innovations n'ont pas produit l'effet d'annonce qui était annoncé. C'est vrai qu'on est beaucoup revenu sur la téléconsultation. Moi, je suis très favorable, et on est très favorable au titre de l'institution à ce qui se passe autour de la téléconsultation assistée, puisqu'elle répond vraiment au cœur du sujet qui est de permettre de faciliter le temps médical et le temps de suivi médical en permettant finalement à un médecin traitant ou un médecin qui fait partie du cercle de prise en charge du patient de le téléconsulter, donc de gagner du temps dans la démarche de soins. Mais clairement, il y a des dérives autour de ce sujet-là et qui se traduisent dans les chiffres, puisque ça a été encore une fois dit aujourd'hui, finalement les téléconsultations, globalement, on est quand même très inférieur enfin voilà, on est à 4-5% je crois, aux dernières nouvelles, et dans cette proportion de téléconsultation, on en a beaucoup qui finalement ne répondent pas à ce schéma de soins que nous on appelle de nos voeux. Donc c'était pas forcément quelque chose qui allait produire les effets qui étaient tant annoncés il y a 10 ans. Donc parfois il faut regarder un peu avec recul ce qui se passe. Par contre, il y a des innovations qui, à mon sens, mériteraient d'être davantage appuyées et qui mériteraient encore d'être développées. C'est par exemple la télésurveillance, qui là, encore une fois, peuvent tout à fait répondre à une organisation du soin autour du patient proche, mais avec des moyens de télésuivi à distance qui permettent encore une fois de renforcer le suivi du patient, qu'il ait toujours ses professionnels de santé autour de lui, mais qui permettraient d'avoir des gains très importants. Moi, il y a 10 ans, j'ai travaillé sur le suivi, le télésuivi des grossesses à risque, par exemple, qui produisait des effets très intéressants. C'était dans la région lyonnaise. Force est de constater que 10 ans plus tard, ce système n'est pas développé, alors qu'il permettrait de répondre à énormément de besoins. Donc, pour répondre à la question, le système a évolué, mais pas suffisamment vite. Et nous, notre travail, c'est d'essayer d'analyser ce qu'il est possible de le faire et de le pousser au maximum. Et je suis très heureux, effectivement, du tout partenariat qu'on a eu avec les CPTS du Tarn autour de cette catastrophe sanitaire qui était devant nous, du nombre de personnes en ALD qui n'allaient plus être suivies par un médecin traitant. On était sur des statistiques qui allaient s'effondrer. Et on a réussi à augmenter ce nombre de patients suivis par des médecins traitants en étant en ALD, alors qu'on a augmenté le nombre de personnes en ALD sur le territoire et qu'on a baissé le nombre de médecins. Donc là, c'est un partenariat vraiment qui n'aurait jamais pu se mettre en place il y a 10 ans, puisque les CPTS n'existaient pas. Et c'est grâce à ces innovations-là qu'on a pu arriver à ce résultat. Merci à toi de cette réponse. Je me tourne vers notre dernier intervenant avant de vous passer la parole et de répondre à vos questions par la suite. Je viens vers vous, Olivier Rastouille, donc représentant du Césaire Occitanie, de cette institution qui porte des réflexions, des constats, mais aussi des préconisations. Il y a eu un rapport qui a été rendu en 2023 sur les déserts médicaux dans notre région. On ne va pas revenir sur le constat, on le fait depuis ce matin, mais plus sur justement les préconisations qui avaient été évoquées autour de ce rendu. Et j'ai envie, de manière un peu provocatrice, de vous poser aussi dans votre question, mais je suis persuadé que ça fera réagir Monsieur Combe derrière possiblement, parmi les leviers à longueur de rapport, à longueur d'audition, et puis ces dernières semaines encore dans les propositions de loi qui font foison autour de la santé, revient toujours cette solution potentielle, ce levier de la restriction de la liberté d'installation des médecins, qui reste pour certains les derniers Gaulois ayant la possibilité de pouvoir s'installer où ils veulent, et ça peut quelquefois nourrir ce sentiment d'abandon de certains patients sur les territoires. Et donc je le fais volontairement parce que je sais que c'est un sujet qui reviendra forcément sur le tapis dans les semaines à venir parmi tous les arsenaux législatifs qui sont en discussion. Est-ce que le Césaire l'avait préconisé justement dans ce rapport ? Alors c'est un sujet effectivement que le Césaire a abordé, je vais y revenir dans les préconisations.
C'est vrai que le sujet du désert médical, c'est un sujet dont s'est saisi à plusieurs reprises le Césaire. Il y avait eu un premier avis en 2020 et il y a eu cette contribution en 2023 qui est intitulée « Le désert médical hein, », les déserts médicaux. Alors, première chose, premier préalable, c'est de définir ce que c'est que le désert médical. Vous l'avez peut-être déjà abordé au cours de la journée, mais ce qui est vrai, c'est que ça ne se limite pas, je dirais, à la pénurie de médecins généralistes. Le désert médical, c'est tout un ensemble, et on le voit bien avec les interventions d'aujourd'hui, que ça représente bien sûr au-delà de la simple médecine générale. Deuxième préalable que je voulais évoquer, c'est que le Césaire donc, conseille ou donne des orientations au profit du conseil régional. Pour autant, il y a des sujets comme celui de la santé qui dépassent la compétence du conseil régional. Et vous verrez que dans les préconisations, bien sûr, il y a des éléments qui relèveraient plutôt de politique nationale. Pour autant, je trouve intéressant d'intervenir en dernier parce que vous allez le voir, un certain nombre de sujets ont déjà avancé, ont déjà pu être traités sous forme d'expérimentation. Et donc, on va sans doute dans le bon sens par rapport à ce sujet. Le Césaire a orienté sa contribution autour de 3 axes. Un axe sur la formation, un axe sur l'organisation des soins et un dernier axe sur les déterminants de l'installation des médecins généralistes. Alors, je vais essayer de synthétiser rapidement. Et je vous en remercie, surtout s'il y a des questions. L'ensemble de ces préconisations. Donc, première préconisation, elle concerne la formation et plus particulièrement le fait qu'elle se rapproche des réalités territoriales. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être sensibiliser la plus large population, et notamment la population professionnelle, à l'exercice en milieu rural. Ça peut être des modules de type option santé à déployer dans les lycées pour inciter, je dirais, et faire découvrir un certain nombre de métiers. C'est une expérimentation qui a été menée en Occitanie. C'est des dispositifs de sélection d'étudiants en médecine, peut-être, issus des zones qu'on appelle sous-denses. Alors, il ne faut pas déroger, bien sûr, au grand principe de sélection des universités, mais on sait par expérience, il y a eu des expériences de ce type-là dans d'autres territoires, alors, certes différents des nôtres, sur les États-Unis, l'Australie, où on s'aperçoit que en faisant ce travail-là, on a une probabilité d'installation qui est multipliée par 2, voire par 3. Donc c'est peut-être des sujets qu'il faut aborder, en sachant qu'aucun sujet à lui seul ne résout le problème, et que c'est bien sûr la confluence de tous ces éléments qui peut permettre d'avancer. Également que des enseignements en médecine puissent être délocalisés dans les campus santé, notamment dans les villes universitaires d'équilibre, à l'intention des étudiants de médecine, mais également des autres professions. Et ça aussi, c'est une expérimentation qui a été mise en œuvre par le conseil régional. Deuxième préconisation sur la formation, c'est dans le contenu. Peut-être développer les formations qui sont adaptées à l'exercice de la médecine de premier recours en zone isolée. Des formations, bien sûr, à la télémédecine et à la téléexpertise. Des formations communes aux étudiants en médecine, en pharmacie, et étudiants en soins infirmiers. Ce sont déjà des choses qui existent. Et puis peut-être aussi que les maquettes d'internat soient adaptées pour une meilleure répartition entre les CHU et les établissements de santé non universitaires. Troisième préconisation, toujours sur la formation, c'est la formation des paramédicaux. Je le disais tout à l'heure, il y a la médecine, mais il y a aussi tout ce qui participe et tout ce qui collabore pour la prise en charge du patient. Donc peut-être développer tout ce qui est sciences humaines et sociales, au-delà des compétences, je dirais, des disciplines mathématiques, physique, chimie. Je crois que c'est important de développer aussi ces activités-là. D'augmenter le nombre d'étudiants en soins infirmiers. Il y a eu une politique dans ce sens-là de la part du conseil régional, puisque des places ont été créées dans différents IFSI. D'augmenter peut-être le nombre aussi de diplômes d'IPA, avec derrière, bien sûr, la question du financement de ces diplômes. Et puis la mise en place de formations aux nouveaux métiers de la santé, comme les assistants médicaux, mais il y en a bien d'autres. Sur l'organisation des soins, sur le deuxième axe sur lequel a travaillé le Césaire est très favorable au déploiement de structures d'exercice partagées, la création donc de structures qui, en mobilisant des fonds publics, peuvent répondre à des besoins de santé publique.
Et ceci, bien sûr, en dehors de tout effet d'opportunité ou de recherche de gains immédiats qui pourraient découler de cette solution. Également la création d'un guichet unique à l'échelon de chaque département pour peut-être centraliser les besoins territoriaux, harmoniser les aides qui sont accordées et afin d'éviter des concurrences. On parlait tout à l'heure de glissement d'un territoire à un autre, d'un département à un autre. Il faut éviter ces concurrences-là et il y a eu un exemple sur le département de l'Aveyron dans ce sens. Autre préconisation toujours. Je ne sais pas si on va tout arriver à les faire, par contre. Je suis désolé de vous couper. Je ne sais pas si on va tout arriver à faire, mais le rapport, il est en ligne de toute façon. Il est consultable, j'en suis persuadé. Donc, délégation de compétences. Je vous laisse juste terminer sur 2-3 actes, parce qu'après, il faut qu'on passe aux questions de la salle. Et bien sûr, le recrutement dans ces nouveaux métiers. L'exercice de la médecine avec des solutions à court terme sur les médecins en contrat emploi-retraite, bon, ça rejoint des sujets qui ont été évoqués avec le docteur Carcaillé. Et puis, sur le dernier point, bien sûr, sur le dernier axe concernant les modalités d'installation, si je puis dire, eh bien, là aussi, le Césaire, et c'est un point que vous souhaitiez qu'on évoque, a préconisé des solutions peut-être, des propositions un petit peu iconoclastes. Le fait par exemple de conditionner dans les zones surdotées cette fois-ci l'installation d'un nouveau médecin, par exemple la cessation d'activité d'un médecin exerçant dans la même spécialité, peut-être l'instauration de conventionnements sélectifs, et également l'expérimentation peut-être de rémunération différentielle selon la densité médicale sur le territoire. Et dernière préconisation, c'est bien sûr celle qui touche à l'installation. Et donc le Césaire a réaffirmé donc la mission de service public du système de santé et la nécessité de mécanismes correctifs en faveur de l'équité territoriale, ce qui, en creux, indique qu'effectivement, il y a quand même ce sujet à traiter de la liberté d'installation. Très bien, merci à vous de cette intervention. Il nous reste 5 minutes, si je tiens le timing, effectivement, d'avoir rattrapé le retard de l'intervenant précédent. Mais je peux me permettre de ronger un peu, si je veux vraiment être taquin. Donc, écoutez, la parole est à vous, et c'est le plus important, c'est qu'on puisse aussi répondre à vos questions et que vous puissiez profiter des intervenants. Où est la première question ? Madame la présidente de la CARSAT Midi-Pyrénées, Carole Barbast, vous avez des questions ? Oui, j'ai une question. D'abord, je voudrais féliciter le docteur Carcaillé pour ce que vous avez fait, parce que franchement, moi, peut-être aussi, je suis peut-être old school, mais pour moi, effectivement, un médecin, c'est humain. Pour moi, c'est la notion de confiance. J'ai encore la chance d'habiter dans une ville assez peuplée avec un médecin généraliste qui se déplace encore à domicile, ce qui est extrêmement rare. Donc je voulais vous féliciter pour ça, parce qu'effectivement, la médecine ancienne dont vous parliez, où vous ne prenez pas 5 minutes pour expédier votre patient, mais où vous prenez le temps de l'écouter, il y a peut-être effectivement une part physique, mais il y a aussi une part psychologique, et qui est souvent importante, et encore plus de nos jours. Ça, c'est la première des choses. Après, la deuxième chose, mais c'est juste une suggestion de ma part, bien entendu. La CARSAT, comme vous le savez, donc, nos assurés sont les retraités. Il y a des retraités qui ont un très faible pouvoir d'achat, et il y a des retraités aujourd'hui qui ne vont plus chez les médecins spécialistes en secteur 2, parce qu'il faut payer effectivement des fois des dépassements d'honoraires, qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle qui peut les rembourser décemment, et c'est le généraliste qui effectivement les reçoit en consultation et malheureusement est obligé de faire des fois le travail du spécialiste, parce que ces personnes n'ont pas des revenus nécessaires pour pouvoir effectivement se payer des spécialistes qui sont des fois en secteur 2 ou en secteur 3. Je suis désolée de le dire, mais moi ça me touche beaucoup, parce que j'estime que nos anciens, on ne doit pas les laisser sur le bas-côté. Alors si un jour vous avez une idée, moi je la porterai volontiers. Et effectivement, être infirmier, médecin, pharmacien, ensemble, travailler ensemble, me semble pour demain une belle voie, et peut-être qu'il faudrait aller tous dans ce sens. Mais surtout pour nos aînés, écoutez, moi ça me fait mal au cœur.
de voir qu'effectivement, il y en a qui ne peuvent pas aller voir un médecin spécialiste parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un dépassement d'honoraires. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci de ce témoignage, Carole. Merci. Je suis pas sûr que ça évoque une réponse. Il y a une question. Bonjour. Je voulais répondre, intervenir sur deux choses. Je vais rebondir d'abord là-dessus, parce que je voulais aussi intervenir par rapport à ça. Je suis infirmière aussi à domicile, et en fait, on voit trop de difficultés des patients à voir des spécialistes. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup trop de spécialistes en secteur 2 et 3, effectivement, qui prennent vraiment beaucoup de dépassements, ce qui, à mon avis, peut-être n'encourage pas certains médecins à rester généralistes aussi. Il y a peut-être plus un attrait vers la spécialité par rapport à ça. Et d'autre part, le rebondissement dont vous parlez, j'en ai été témoin. J'ai moi-même accompagné 2 fois des patients pour négocier des dépassements d'honoraires près de chirurgie, parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir se faire opérer. Donc je les ai accompagnés. Donc ça, c'est par rapport aux spécialistes, je voulais en parler. Et après, je voulais aussi intervenir par rapport à la télémédecine. Et nous, on est prêts à participer à cet effort-là. Par contre, on est aussi devant le problème de surcharge de travail. On refuse des soins toutes les semaines. On n'arrive pas à répondre à la demande de soins. Nous sommes aussi en zone surdotée. On ne peut pas employer de collaborateurs supplémentaires. Et du temps de téléconsultation va être du temps pris sur nos soins propres actuels. Donc si on veut qu'on fasse de la télé, enfin mes collègues, parce que moi je suis près de la retraite, mais si on veut que ça se passe comme ça, il faut peut-être laisser plus d'infirmiers s'installer, d'une part. Et donc je parlais par rapport à l'installation. Et après, par rapport au MSP, j'avais aussi une autre question. Nous sommes aussi dans le rouage MSP, et travaillons en collaboration avec nos pharmaciens et médecins avec qui on fait le relais maximum pour gagner un temps précieux aux patients et à tout le monde. Par contre, dans la MSP, je voulais savoir, moi, l'implication. Alors, effectivement, on est devant un fait de société. Les médecins n'ont plus les mêmes choix de vie. Je respecte. Par contre, quand on est en MSP avec un accord avec l'ARS et des dotations de l'ARS, je m'étonne quand même que nous retrouvions seuls sur le terrain des fois 4 jours, par exemple, quand il y a un jeudi de l'Ascension, vendredi, samedi, dimanche. 8 mai, 9 mai, 10 mai, 11 mai. Enfin, voilà. Sur des périodes comme ça, je m'étonne que sur un panel de 10 médecins, il n'y ait pas un tour de garde organisé. Alors, très bien, merci à vous. Maëlle, tu veux peut-être répondre à cette question? Et après, très rapidement, je vous remercie beaucoup à vous deux d'avoir évoqué la question du renoncement aux soins pour des raisons financières. C'est une vraie difficulté. Juste un mot pour vous dire que c'est un phénomène réel, mais que les patients concernés ne sont pas sans recours. Et ça me permet du coup de relever qu'il faut absolument qu'ils contactent leur caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'il y a un service qui est dédié et spécialisé et qui produit des résultats pour permettre d'accompagner précisément ces patients qui sont dans des situations de difficulté d'accès aux soins pour des raisons financières. Donc c'est souvent un recours qui n'est pas activé par méconnaissance ou manque d'orientation, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe et qui doit être activé. Pour l'autre partie, oui. Dans plusieurs situations où justement, par exemple, la conjointe disait « Oui, mais moi, mon compagnon, je vais à Toulouse-Lautrec, on me demande tant de dépassement pour la biopsie, on me demande tant de dépassement pour l'opération. Si je rechigne à payer ça, il va dire que je rechigne à participer à sa santé. » C'est des problèmes après de couple, etc. Donc les gens ne renoncent pas pour des tas d'autres raisons. Et je trouve quand même anormal que quand il y a un service qui a le monopole sur une commune, enfin sur une agglomération, il n'y a plus rien à l'hôpital, et il y a le monopole, et du coup, il y a des dépassements partout. Il nous reste 3 minutes, et il y a 2 questions de ce côté qu'on voudrait prendre. Donc je pense que vous pourrez avoir concrètement la réponse. Maëlle s'occupera de vous tout à l'heure. Monsieur Fritz. Je vais prendre ma casquette. Je considère qu'un directeur d'hôpital, c'est un boutiquier de services publics. Et qui dit boutique dit équilibre budgétaire. Dans l'équilibre budgétaire, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des initiatives qui aujourd'hui méritent. Alors je sais bien, il y a des articles 51 et
ils sont très très lourds à mener. Il y a des initiatives. Aujourd'hui, l'AMRA est une structure qui ne tournerait pas sans l'appui, et je ne dis pas ça pour failloter puisqu'ils ne sont plus, Madame Blasi n'est plus là, sans l'appui de l'Agence régionale de santé. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'AMRA, c'est plus de 100 000 euros de déficit. C'est l'hôpital qui le porte juridiquement. 100 000 euros qui sont compensés par, comment dirais-je, qui sont compensés par l'ARS. Mais on se dit qu'il y a quelque chose qui est mal construit dans une structure qui rend service et qui est pourtant structurellement déficitaire. Donc il y a une question autour du financement de l'innovation. On parle d'innovation, on parle de ruralité. Il y a quelque chose autour du financement et autour, dans les petits tocs que j'ai au bout de quelques années de direction d'hôpital, quand j'arrive dans un établissement, quand on me dit d'une situation qu'elle est logique, c'est très bien. Quand on me dit qu'elle est historique, ça veut dire qu'elle n'est pas logique et qu'elle s'explique par un événement particulier. Soit cet événement perdure et il est logique de rester dans l'historique, soit il faut revenir, il faut le faire disparaître. Donc aujourd'hui, on fabrique des choses, c'est historique aussi parce qu'en effet, c'est circonstancié. Aujourd'hui, il manque de temps médical, il manque d'offres de soins, on l'a entendu avec cette notion et de déserts médicaux et de médecine rurale. Cependant, il faut quand même construire les choses un peu dans la durée. Et un peu voilà, on a des sujets. On va aujourd'hui, j'ai vu qu'elles étaient là, un médecin et une infirmière, sur les 2 infirmières qu'ils composent. Il y a une initiative, mais même pas de l'hôpital, c'est pas le directeur qui le dit, c'est des praticiens et de l'infirmière et des infirmières d'aller vers. On parlait de l'aller vers. On va vers les patients avec le dermatobus où on va regrouper des consultations de dermatologie pour gagner du temps, pour être à disposition de personnes extrêmement fragiles. Tout ça, ça tient par des bonnes volontés. Et aujourd'hui, on a entendu l'expression de beaucoup de bonnes volontés individuelles. Je crois qu'on travaille bien quand on a des bonnes volontés individuelles. On travaille encore mieux quand on arrive à les organiser, à les structurer pour le long cours. Le travail de Théo Combe, que je pourrais croiser 3 fois par semaine à 20h ou à 22h en train de faire la promotion de la CPTS, celui du docteur Champanet, ils sont monstrueusement importants. Alors certes, on a la chance d'avoir des gens comme ça. Il y avait le docteur Bayard, je ne connais pas tout le monde, vous m'en excuserez, des gens qui donnent beaucoup, mais à un moment, il faut réussir à passer de la création, de l'effort particulier qu'il y a à la création de quelque chose, à la structuration de quelque chose qui va durer et qui a besoin d'un petit peu moins d'énergie. Je pense que c'est important pour les soutenir et pour soutenir toutes les initiatives qu'on peut avoir là. Merci de ce témoignage. Une dernière question et après, il reste 1 minute. Donc on ne relance pas le débat sur les papilles de l'Albigeois, là, si c'est la même personne. Il faut savoir que les gardes, on les a tous fait dans nos cabinets. On les a fait individuellement dans nos cabinets. Ensuite, on s'est regroupés par village. On a instauré des tours de garde. Ensuite, on nous a imposé des secteurs de garde. Et ensuite, on nous a imposé des gardes, c'est bien, hein, régulés. Mais moi j'ai fait des gardes de 16 heures à attendre qu'on m'appelle. Et j'ai vu des gens amener une petite fille malade, de moins de 2 ans, avec une fièvre à 40, les parents avaient appelé 3 fois. 3 fois avant que moi on me déclenche. Donc comment vous voulez qu'on fasse, en fait, quand on n'est plus, on va dire, acteur de notre travail? On est effecteur. On est là, on est en attente. Quand on était dans nos cabinets, bon, moi je ne fais plus de garde parce que je suis dispensée après un cancer, donc je ne vais pas à la maison médicale à Albi. Mais maintenant c'est tout l'Albigeois. Et il y a 2 médecins. Pourquoi les pleines nuits on les fait plus? Parce qu'un jour on a décidé que comme il n'y avait qu'une urgence vitale par nuit, on allait mettre plus qu'un seul médecin. Et il s'arrêtera à minuit puisque le reste ça pourrait être géré par le SAMU. Donc c'est des coûts budgétaires pour lesquels notre exercice, il s'est adapté à ce fonctionnement. Monsieur Combe. Bon, après, je crois qu'il y a des points quand même importants qui ont été soulevés par les différentes questions. C'est effectivement la question de choix stratégiques et de choix souvent financiers. Donc cette situation de déserts médicaux, démographiques dont on parle aujourd'hui, bon, certes, on le paye, entre guillemets, de l'instauration du numerus clausus. Alors, débat, est-ce que c'est les médecins eux-mêmes qui l'ont fait? Bon, moi, 1971, j'étais pas né, désolé. Le syndicat auquel j'appartiens n'existait pas. Et justement, les choses étaient un petit peu dominées par
par des spécialités médicales, parce que c'était l'époque du triomphe de la technique qui répondait à l'aigu. Donc, en fait, voilà, il y avait l'infarctus, on le mettait dans un transport, c'est l'invention du SAMU, et puis on va déboucher les coronaires. Et donc, on se disait, oui, les médecins généralistes, il y en a peut-être plus besoin, c'est pas nécessaire, et on va fermer le robinet. Et de fait, c'est ce qui s'est passé jusqu'en 1995. Je suis comme les uns les autres. Là, on a passé le concours au plus bas de l'étiage. Et puis après, oui, en tout cas, les médecins généralistes eux-mêmes ont dit attention. Et là, j'ai à votre disposition les documents, les coupures de presse. Attention, l'iceberg arrive. C'est pour dans 15 ans, mais on a encore le temps de changer et de valoriser les soins primaires et de mettre des moyens sur les soins primaires. Dans les pays où les soins primaires sont plus structurés, on a mis plus d'argent dessus, les indicateurs de santé sont meilleurs. Et c'est vrai, quand on voit les tarifs des infirmières, par exemple, voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'on veut faire en termes de maintien à domicile. Quand on voit les négociations qu'on a eues, qui ont été quand même très laborieuses, on se demande si on veut donner les moyens de prendre en charge des patients de plus en plus âgés, de plus en plus complexes. Alors je vois qu'il y a moins de consultations. Bah oui, il y a moins de consultations parce que ça prend plus de temps et que voilà, il faut de l'humain, il faut passer du temps. Donc c'est 17 minutes la moyenne des consultations, et puis certaines elles prennent beaucoup plus de temps. Il faut aller à domicile pour voir les patients âgés, pour voir comment ça se présente. Il y a des patients qui ont des problèmes psychiatriques, des patients qui ont la précarité. Alors, faut pas y aller forcément seul. Faut y aller avec l'infirmière qui vient tous les jours voir le patient. Faut y aller avec le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, pour justement jauger cette complexité psychosociale, voire santé mentale, etc. Donc, voilà ce qui explique un petit peu la situation. Mais aujourd'hui, ça a été dit, il n'y a pas moins de médecins, il n'y a jamais eu autant de médecins en France, donc c'est pas le numerus clausus le problème, c'est la répartition. Et c'est la médecine générale traitante qui a chuté lourdement de 20 000 personnes en 20 ans. Donc on est passé de 48% à 42% des effectifs. Et puis parallèlement, là-dedans, dans les 120 000 théoriques, il y en a 50 000 qui sont dans des établissements, donc on tombe à 70 000. Et puis quand on regarde qui est médecin traitant, qui est au de moins 200 personnes, on tombe à 38 000 ou 40 000. Et donc il y a un gap de 30 000, et on se dit, bah oui, ils sont dans les centres de soins non programmés, ils sont dans les plateformes de téléconsultation qui ne créent pas de médecins, désolé, hein, c'est qu'on en prend un ailleurs pour faire ce job-là moins qualitatif. Et puis, il y a des gens qui arrêtent aussi, ne serait-ce que dans ma ville, à Gaillac, il y a 2 médecins qui ont arrêté à cause du burn-out. Après, la question, c'est est-ce qu'on leur remet une couche de pression? Est-ce que ça va être productif ou ça va être contre-productif? Je pose la question. Merci de cette dernière intervention. On clôture cette table ronde. On va remercier les 6 intervenants. Merci à vous de votre attention.